Bienvenue dans Update, la nouvelle série de Décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est nouveau, c'est l'actu déco, ce sont des news, des zooms, des envies, bref, un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine. Un focus sur une marque, un événement, une collection à ne pas rater, un concept innovant. Tous les derniers vendredis du mois, Update vous proposera 4 ou 5 interviews à la suite, à picorer, beaucoup plus courtes que d'habitude, pour ne retenir que l'essentiel. L'idée vous plaît ? Eh ben on garde ce rythme, c'est parti. Acheter du Ikea et le pimper avec de jolies façades, est-ce que ça vous tente ? Si oui, écoutez attentivement Amandine Merle qui a cofondé Plume et qui propose toute une gamme de façades, de plinthes et de poignées pour personnaliser votre cuisine, votre salle de bain ou votre dressing Ikea. Bonjour Amandine. Bonjour Hortense. Alors, je viens de l'évoquer juste en quelques mots. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de Plume ? Oui, donc chez Plume, on vous propose concrètement 3 choses. La première, c'est de pouvoir créer une cuisine qui vous ressemble et que vous ne retrouverez pas partout, chez vos amis, dans votre famille. Donc c'est une cuisine unique. La deuxième, c'est de le faire pour un budget qui reste raisonnable. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on s'adresse à des professionnels de la cuisine ou de l'agencement, on peut vite monter dans des budgets assez élevés. Et la troisième, c'est de le faire simplement en utilisant un concept de Ikea Hack et en pouvant acheter ces produits sur Internet, sur notre site en l'occurrence. Oui, parce que c'est le principe du Ikea Hack, de détourner des meubles Ikea un peu classiques en un meuble qui nous ressemble. Sur Pinterest, il y a quand même des tonnes d'idées hyper créatives. C'est comme ça, toi, que tu as eu l'idée ? Comment tu as eu l'idée de Plume ? Alors l'idée de Plume, elle est venue déjà en y réfléchissant avec Marion, qui est mon associée et qui est aussi ma sœur. Donc il y avait vraiment cette volonté de créer quelque chose sur le secteur de l'ameublement, de l'architecture d'intérieur en général et de le faire ensemble. Moi, j'avais observé ces concepts de Ikea Hack lors de mon expérience passée, puisque je travaillais beaucoup sur des projets d'aménagement de bureaux, notamment des projets d'aménagement d'hôtels. Et on avait utilisé ce concept-là pour hacker le caisson Ikea et en faire un meuble haut de gamme. Donc, l'idée est venue comme ça ensuite de pouvoir porter ce concept de Ikea Hack qui était très confidentiel à l'époque au grand public. Alors concrètement, vous proposez quoi ? Alors, concrètement, on propose un habillage, c'est-à-dire les façades de porte, les façades de tiroirs, mais également toute une gamme d'accessoires que sont les poignées, les plinthes, qui vont pouvoir habiller entièrement votre caisson Ikea. Donc derrière, évidemment, se cache ce caisson, mais en apparence, le meuble n'a plus rien d'un meuble bas de gamme. Ouais, on achète les caissons Ikea et vous proposez les façades. Voilà, très concrètement, nos clients achètent leurs caissons chez Ikea et viennent choisir chez nous toute la partie visible du meuble. Vous vendez pas du tout de cuisine entière ? Non, absolument pas. Donc on dessine son modèle. Exactement. Les clients vont concevoir leur cuisine. Ils peuvent utiliser les outils qu'IKEA met à dispo, le IKEA Kitchen Planner en l'occurrence. Ils peuvent le faire avec leur architecte. Et puis ensuite, ils vont passer à la phase de personnalisation, d'habillage. Et c'est là que du coup, ils peuvent se plonger dans notre gamme et faire leur choix esthétique. Ils sont au courant, IKEA ? Enfin, j'imagine que oui. Vous avez quelle relation avec eux ? C'est plutôt un concurrent ou un partenaire ? Alors Ikea, c'est pas du tout un concurrent, pour nous c'est un partenaire dans le sens où sans lui le concept ne serait pas né. Mais aujourd'hui on n'a pas de partenariat du tout officiel avec Ikea, on n'a pas été en contact avec eux. Donc pour nous c'est plus un fournisseur de caissons aujourd'hui et pour eux je pense qu'on est un prescripteur de leurs produits. Alors l'avantage de Plume, c'est que ce que vous proposez est quand même très joli, que ce soit dans les couleurs, les finitions. Est-ce que tu peux nous en parler ? Donc il y a 4 types de façades. Exactement. On a 4 designs de portes. Donc la porte lisse, c'est-à-dire une porte standard en apparence, toute droite. On a une porte avec la poignée creusée qui se trouve sur le haut en forme de U ou que vous pouvez aussi placer sur le bas. On a une porte avec une moulure, un cadre qui vient entourer toute la porte. Et ensuite on a des portes avec du canage. Donc on vient intégrer du canage à l'intérieur du cadre. Et donc les couleurs, parce qu'on est très loin du rouge et du noir ou des couleurs un peu standard Ikea, comment vous les avez choisies ? Eh bien ça c'est Marion et moi qui l'avons fait. Disons que c'est vrai qu'on a
cette sensibilité-là. Donc on avait fait, c'était l'une des toutes premières choses qu'on a faites quand on s'est lancé dans le projet, bien sûr, prototyper nos couleurs, faire des essais. On a voulu créer des couleurs qui avaient pour la plupart cette teinte un peu grisée, de façon à ce qu'elles puissent s'associer à un grand nombre d'autres teintes. Puisque c'est vrai que notre gamme reste finie, 14 couleurs, mais du coup, en l'occurrence, chez soi, on peut avoir un panel de couleurs, nos clients peuvent avoir un panel de couleurs qui, lui, est beaucoup plus large. Donc, on avait besoin, quelque part, de créer des compatibilités qui soient assez nombreuses. Donc, on a, c'est vrai, abordé cette gamme en misant sur des couleurs qu'on a toujours légèrement grisées. C'est un peu la spécificité de la gamme. Donc, on a l'ensemble des bleus, qui est la verticale couleur qu'on a le plus développée. Et là, on a à la fois des bleus très foncés, comme le bleu nuit, qui c'est vrai, si la pièce n'est pas très lumineuse, va vraiment être très foncée. Si la pièce s'éclaire, il va être plus soutenu, on ressentira plus le bleu. On a aussi un bleu moyen qui est un bleu gris. Puis ensuite, on a travaillé un bleu lagon. On a travaillé un bleu très pâle, un ciel voilé qui est à mi-chemin entre un gris clair et un bleu pâle et un bleu ciel. Et ensuite, on a travaillé toute une gamme de verts avec un vert très soutenu et foncé qu'on a appelé le sombre forest. On a travaillé un vert de gris, comme tu le disais, qui lui va être entre un céladon et un vert kaki. Ensuite, on a un vert très pâle, qu'on a appelé amandier grisé, qui est une teinte vraiment douce. Ensuite, on a la gamme des roses, donc le beige rosé et le terracotta. Le terra tout court, d'ailleurs, on l'a appelé terra tout court. Un beige rosé va pouvoir se mixer facilement avec les autres couleurs. Le terra, lui, va être un choix à part entière. Et puis on a toute la gamme des gris ensuite, et des gris et des noirs, avec notamment une couleur qui est assez spécifique, qui est l'asphalte, qui est un noir avec une petite pointe de bleu. Je précise qu'Amandine vient de dérouler toutes ces couleurs sans les regarder. Elle me regarde moi, donc elle connaît sa gamme par cœur. Est-ce qu'il y a une couleur qui marche le mieux ? Ou un modèle même. J'en ai oublié une d'ailleurs, puisque tu dis que je les connais par cœur, mais j'ai oublié le bleu pan, qui est à mi-chemin entre les bleus et les verts, et qui est la couleur aujourd'hui, c'est vrai, qui est assez plébiscitée par nos clients, parce que selon l'éclairage, elle peut être d'un côté, donc des verts, ou de l'autre, des bleus. Pareil, elle a ce côté assez versatile qui fait qu'on peut la mixer avec quasiment toutes les couleurs de la gamme, en fait. Donc il y a un modèle qui marche. Est-ce que vous avez déjà un best qui se détache, que ce soit en termes de couleur ou de type de façade ? La laque, ça restera la finition qu'on vend le plus. Donc cette finition, comme je le disais, qui offre une couleur très homogène, sans aspérité, très lisse et vraiment mat visuellement comme au toucher. Après, c'est vrai que nos clients architectes, donc qui ont peut-être plus parfois ils vont vers des choix plus avant-gardistes, ou en tout cas plus assumés, plus affirmés. Eux, ils vont vers les bois peints. Il y a une vraie tendance des pros à aller vers le bois peint. Le bois peint, en fait, c'est une finition qui peut avoir cette connotation un peu old school, qu'on imagine sur des portes à cadre dans la cuisine de sa tante, de sa grande tante, de ses grands-parents. Mais en fait, appliquée sur des façades lisses ou des façades à poignée intégrée U-shape, elle devient vraiment très contemporaine. Et je pense que les architectes d'intérieur avec lesquels on travaille aiment bien l'association justement d'une finition plus texturée, dont on ressent plus la matière, à l'aspect très moderne d'une façade lisse. Donc vous fabriquez sur mesure selon les projets, comment ça se passe ? Alors non, on ne fait pas du tout de sur mesure, c'est un peu la spécificité aussi de ce concept, c'est qu'en fait on apporte un produit qui quelque part est une gamme définie, une gamme standard, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de tailles et on ne sort pas de ce catalogue de tailles. Mais en revanche, dans la façon dont les clients vont pouvoir agencer leur caisson, jouer avec plusieurs tailles de portes, c'est-à-dire que sur un même caisson, on peut très bien avoir 4 tiroirs ou bien 2 portes, ou bien même 2 tiroirs et 2 portes en dessous. Donc le nombre de combinaisons possibles, lui, va vraiment dépendre du choix du client et in fine va être vraiment adapté à son besoin et quelque part va être unique. Si on regarde la cuisine dans son ensemble, on a rarement 2 cuisines qui sont identiques, ça n'existe pas vraiment. Donc c'est plutôt dans la façon dont le client va s'approprier le produit et composer lui-même son agencement et son style que là, ça devient du semi-mesure quelque part. Donc on commande sur le site internet et on reçoit, comme pour un cuisiniste, 6-8 semaines après, c'est produit. Exactement, voilà. On a un délai aujourd'hui, effectivement, puisqu'on fabrique tout à la demande, en revanche. Les produits ne sont pas sur mesure, mais à chaque commande passée, on lance la fabrication. Et du coup, ça explique ce délai de 6 à 8 semaines aujourd'hui. Et ensuite, le client va en parallèle acheter sa commande Ikea.
et une fois qu'il aura reçu les deux, va pouvoir procéder à la pose. Alors la pose, qui s'en occupe? Le client peut le faire ou il faut faire appel à quelqu'un? Alors généralement, nos clients ont un poseur, donc ça va être soit un poseur qu'ils ont sollicité auprès d'IKEA en direct, soit un poseur qui peut être leur entrepreneur, puisque la plupart de nos clients mènent des projets de rénovation souvent sur l'ensemble de la maison ou de l'appartement. Donc ils ont déjà leur poseur prévu sur le chantier. C'est un peu les deux cas de figure. Alors où est-ce que vous faites fabriquer? On fait fabriquer au Portugal pour toute une partie de notre gamme, c'est-à-dire tout ce qui est bois et ce qui est canage. On a trouvé un savoir-faire autour du bois qui est un peu la spécificité de ce pays-là et qui offre là, une qualité de finition qui est vraiment très bonne. Et tout ce qui est lac, on le fait faire quasiment en majorité en France aujourd'hui. Alors, comment on explique l'engouement de Plume et de plein d'autres petites marques, entre guillemets, qui permettent de créer des meubles uniques? Aujourd'hui, on veut un intérieur singulier. Toi, tu ressens ça de plus en plus de la part des consommateurs? Nous, on le ressent complètement, et c'est ce qui nous a motivés à lancer Plume, c'était de pouvoir dire on donne la main au client pour créer lui-même. On trouvait ça super intéressant de ne pas proposer un produit fini, mais finalement de proposer presque une matériothèque et une gamme d'accessoires que quelqu'un va pouvoir s'approprier, façonner à sa façon. Donc c'était notre leitmotiv, c'était créer vous-même le meuble qui vous ressemble, oser des matériaux auxquels vous n'aviez pas pensé, oser des couleurs auxquelles vous n'aviez pas pensé, mixez-les, associez-les de façon surprenante, inattendue. C'était ça notre moteur, et c'est vrai que on s'attendait pas honnêtement à avoir un répondant aussi fort sur la dernière année. Donc on a compris en fait à quel point ça résonnait, ces messages-là, et cette envie de créer soi-même résonnait chez nos clients. Et de façon générale, c'est vrai sur ce segment de la déco et de l'ameublement, je pense qu'il y a cette tendance de fond qui est de mixer, de façonner son intérieur pour qu'il ressemble à ce qu'on est, à ce qu'on aime. Et alors, on parle beaucoup là des cuisines, mais c'est valable aussi pour les dressings et les meubles de salle de bain. C'est bien ça? Oui, absolument. Nous, on s'est lancé au démarrage sur la cuisine c'est la pièce dans un projet de rénovation, c'est l'une des pièces centrales à laquelle on va s'attaquer en termes de création et d'agencement. Et on trouvait que l'offre proposée sur la cuisine était finalement assez restreinte esthétiquement. Donc on s'est lancé sur ce segment-là, et progressivement, du coup, on ouvre à l'ensemble de la maison et on montre comment, en fait, avec un caisson qui à la base est un caisson de cuisine, le caisson méthode d'IKEA, on peut créer aussi un meuble de salle de bain. On peut créer un rangement pour la chambre de ses enfants, un rangement pour la chambre des adultes, un coin bureau. Et on a aussi élargi au caisson spécialisé dressing d'IKEA qui s'appelle le caisson Pax. Aujourd'hui, on fait 2 caissons méthode et Pax qui permettent de couvrir l'ensemble de la maison. Vous êtes une marque qui est très communautaire, finalement, c'est important pour toi? Oui, ça a même été un des points de départ de Plume, puisque le seul et unique moyen par lequel on a communiqué pendant longtemps, ça a été Instagram uniquement. On a commencé comme ça, en partageant nos inspirations, les projets d'archi qu'on aimait et qui pouvaient nous donner des idées pour créer tel ou tel agencement, tel ou tel meuble de cuisine, de salle de bain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous tient à cœur de ne pas parler que de nous, de montrer le travail des gens avec qui nous-mêmes on travaille quotidiennement, les architectes avec qui on travaille, donc de montrer de l'inspiration, de donner aussi des tips, des bons conseils, de faire. C'est pour ça qu'on a toute cette approche de tuto où concrètement on montre comment mettre sa poignée sur sa façade, et c'est toujours dans cette logique d'apporter de l'information intéressante aux personnes qui s'impliquent dans leur projet de rénovation. Et il y a quelque chose dans lequel on croit très fort chez Plume et qu'on s'attache à appliquer quand on crée du contenu, c'est d'essayer de le faire avec notre communauté et pas seulement pour eux. Donc c'est vraiment l'idée de montrer leur réalisation, de recueillir eux-mêmes leurs recos, les tips, leurs projets DIY, ce qu'ils ont pu faire chez eux, et de le partager ensuite avec l'ensemble des personnes qui nous suivent. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a déjà fortement marqué ? Il y a beaucoup de projets qui nous ont marqués. Je dirais que ceux qui nous ont le plus marqués, c'est ceux des débuts, parce que c'est quand on démarrait, qu'on prenait rendez-vous avec un archi, qu'on se retrouvait dans un café pour présenter nos échantillons sur une table de bistrot, il y a quand même pas mal d'archis qui nous ont fait confiance, et d'ailleurs parfois pour des très beaux projets dans des superbes appartements assez standing. Donc ça, c'est des projets qui forcément nous marquent, et je pourrais pas tous les citer au risque d'en oublier, mais
Mais c'est vrai que même encore récemment, j'ai posté sur la page Instagram une photo d'une cuisine bleu nuit qu'on appelle une cuisine tableau. Et ça, c'est dans un très bel appartement à Paris. Et ça, c'est un des tout premiers projets qu'on a pu faire il y a un an. Oui, parce que Plume s'adresse aussi bien aux particuliers que des archis. Oui, absolument. Et en fait, c'est même les architectes d'intérieur eux-mêmes qui ont inventé et démocratisé ce concept de IKEA Hack, puisque c'est vrai qu'utiliser un caisson IKEA ou le caisson d'une grande marque, notre avis, c'est que ça n'a pas de valeur ajoutée d'aller payer son caisson 3 fois le prix. En fait, le caisson IKEA est d'une robustesse, il se découpe et se recoupe parfaitement pour s'adapter aux intérieurs qui sont jamais des cubes parfaitement droits. Et voilà, il est imbattable en termes de prix. Donc c'est un arbitrage à la fois, c'est très pratique et à la fois, c'est très optimal en termes de budget. Eh ben merci beaucoup, Amandine. Merci, Hortense. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Je suis avec Déborah Reiner-Sebag et Ornella Abouaf qui ont créé Vessel, V-E-S-S-E-L, une nouvelle marque d'art de la table en céramique. Elles vont tout nous raconter. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Vessel, c'est nouveau. Vous avez créé cette marque en parallèle de vos activités. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette marque ? Alors, on avait une envie créative toutes les deux. C'est vrai qu'on aime beaucoup recevoir, on adore avoir des amis à la maison, on aime les jolies tables, on aime la vaisselle. Et on s'est dit que, on avait envie de créer notre propre vaisselle. Vous vous connaissiez ? C'était un projet de copines qui voulaient faire quelque chose ensemble et vous avez cherché une idée, ou c'est l'inverse, il y en a une qui a une idée et elle a entraîné l'autre ? C'est venu, l'idée a commencé autour d'un voyage qu'on a fait au Portugal. D'abord, lors duquel j'ai ramené de la vaisselle à Ornella, parce que je sais qu'elle adore la vaisselle, moi aussi. Et du coup, en rentrant de vacances, j'avais envie de lui ramener un petit souvenir. Elle a adoré. Et de là, on s'est dit, l'idée nous est venue à ce moment-là, en fait. On s'est dit, partons et allons trouver un artisan qui puisse fabriquer quelque chose d'original. Et là, on a commencé à réfléchir, l'idée a mûri et on a trouvé cet artisan qui fabrique pour nous aujourd'hui. C'était il y a combien de temps ? C'était en août dernier. En août 2019, le premier voyage. Ensuite, on est reparti, c'était septembre ? Et c'est là qu'on a cherché les artisans et qu'on a rencontré Louis. Il y a déjà beaucoup de marques de vaisselle. Comment vous allez vous démarquer des autres ? Alors, il y a beaucoup de marques de vaisselle, mais il y a beaucoup de marques qui sont soit très chères et donc très haut de gamme, ou soit des marques qui sont beaucoup moins chères et très jolies, mais un Casa, un Monoprix, voilà. Et sur notre créneau, il n'y a pas grand monde en fait aujourd'hui. Il y en a 2-3. Et nous, aujourd'hui, on va se démarquer par rapport à ces marques-là, de par notre couleur, de par la légèreté de notre vaisselle, parce qu'il est assez rare d'avoir une vaisselle aussi légère, surtout dans nos prix. Par tous nos motifs, on a 3 motifs différents, ce qui permet d'avoir une table blanche, mais pas vraiment blanche. On se démarque de par notre histoire aussi. On travaille toutes les deux. On a notre activité en parallèle de vaisselle, et je pense que on apprend tous les jours de ce qu'on voit dans notre autre travail pour développer les nouveaux produits, les nouvelles couleurs et les nouveaux motifs. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est mon inspiration que je cherchais. C'est le côté artisanal aussi, je pense, qui nous distingue des autres. Parce que, encore une fois, sur notre positionnement, je pense qu'on est une des seules marques à être... pas une des seules, mais positionnement prix, rapport qualité-prix, on assure vraiment un côté artisanal fait main de A à Z. C'est ce qui fait aussi notre différence aujourd'hui. Et on a vraiment ce besoin de retour aux sources, de savoir, de traçabilité du produit, etc., qui est hyper important aujourd'hui pour nous et puis pour tout le monde. Et je pense que ça va aller de plus en plus dans ce sens-là. Quelle était l'inspiration de départ, là, dont vous parliez ? Des grandes tables colorées, joyeuses, l'art de recevoir, c'est vraiment nos maîtres mots, et des motifs. Et surtout, c'était aussi d'avoir des tables qu'on peut répéter sans le répéter. C'est-à-dire qu'avec un seul service bicolore, on peut avoir multiples tables différentes, parce qu'on peut faire un unicolore d'une des 2 couleurs qu'on a achetées,
ou l'autre couleur, ou bicolore avec la grande assiette jaune et la petite assiette verte par exemple, et vice versa, qu'on puisse jouer au gré de nos envies. Et dernière chose, on a aussi fait pas mal de plats, de petits saladiers par exemple, parce que tout le monde n'a pas envie et tout le monde ne peut pas renouveler son service, mais notre vaisselle se marie très bien avec tous les autres services qui existent chez les familles et dans les foyers. Parce que concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Alors, il y a des plats, des assiettes, et en 4 couleurs, c'est ça? Alors aujourd'hui, nous avons 4 couleurs qui sont le jaune, le rose. D'ailleurs, ça s'appelle pas comme ça, c'est rosa, verdé, safran et craie. Ça change tout. Ça change tout. Ces 4 couleurs-là vont être, vont voir leur famille s'agrandir très bientôt avec de nouvelles couleurs là pour l'hiver 2020. Toujours dans l'idée de pouvoir mélanger ces couleurs. On est vraiment dans une idée de mix and match. Et comme le disait Ornella, l'idée est vraiment aussi de pouvoir targeter des familles qui n'ont pas forcément la place ou les moyens ou l'envie de changer leur vaisselle du quotidien, mais de venir l'agrémenter avec des petits plats de service vaisselle, donc comme nos bols qu'on appelle olive, nos petits ramequins rectangulaires qui s'appellent plata, des nouveaux saladiers, des nouveaux plats de service. Et voilà, alors on a vraiment différentes tailles de plats, de ramequins, parce que l'idée aussi sur ces grandes tables, c'est d'avoir des tables qui ne soient pas uniformes et trop classiques. On aime bien le mélange, le partage, on puisse picorer par-ci par-là. Bon, alors là, c'est un petit peu moins d'actualité. Est-ce que je peux revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure pour se distinguer des autres et ce qui fait la particularité de vaisselle par rapport à nos motifs? Parce que nos motifs, on les a choisis dans des brocantes dans la banlieue de Lisbonne, lors desquelles on est tombé sous le charme de napperons vintage. Et donc de là, on en a sélectionné plusieurs et on est allé voir Louis, notre artisan. On lui a dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et c'est là qu'on a commencé à créer tous les motifs finalement qu'on voit aujourd'hui dans nos assiettes qui sont des napperons vintage. D'accord. Oui, parce que là, vous parlez de motifs, mais c'est très texturé, en fait. C'est comme incrusté dans la matière, ce motif. En fait, c'est exactement ça. Notre technique de travail, c'est d'apposer un napperon qu'on a donc chiné et choisi et recherché sur la céramique. Et après seulement, elle passe au four, elle est séchée. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs. Parfois, on voit des napperons hyper jolis. Et en fait, une fois qu'on l'a posé sur la céramique, c'est pas du tout aussi joli. Soit c'est trop grossier, soit au contraire, c'est pas assez fin. Soit finalement, on voit pas assez le motif. Donc, il y a pas mal de recherches à chaque fois qu'on fait une nouveauté, de trouver le bon motif qui ira avec la bonne couleur pour créer la bonne histoire. Et moi, je voulais revenir sur un truc. T'as demandé les produits qu'on avait. Donc, on a les assiettes, les bols, les saladiers et on a la bougie qui arrive. Là, donc c'est l'avant-première. On le dit ici. On aura de jolies bougies de 2 formats différents. Et de couleurs différentes aussi. Et l'idée de nos bougies, c'est que une fois que la cire s'est consumée, eh bien, ça reste un objet de déco. Il faut s'en servir pour ce qu'on veut, un pot à crayon, un pot de plante. Ce sera en céramique aussi. C'est en céramique, c'est sur les mêmes motifs que notre vaisselle et les mêmes coloris. Donc c'est vraiment un objet de déco que la cliente va acheter, plus une odeur évidemment à faire brûler chez soi. Mais voilà. Alors, où est-ce que vous faites fabriquer tout ça? On l'a évoqué, mais si on peut rentrer un tout petit peu plus en détail. Comment vous avez trouvé l'artisan Louis, je crois, dont vous parliez tout à l'heure? Quand on a décidé de créer la marque ensemble, on est allé se balader au Portugal, voyager. On a été dans différentes grosses usines, petits ateliers. On a rencontré différentes personnes, dont Louis, qui est pas très loin de Lisbonne, dans une banlieue à côté de Lisbonne, et avec qui on a eu un coup de cœur. Ça s'est hyper bien passé, aussi bien humainement que autour du produit. C'est quelqu'un qui a beaucoup de goût, qui est très à l'écoute, qui parle bien français aussi, ça c'est important, qui est né le même jour que moi. Voilà. Très, très important. On l'a su il y a pas longtemps, mais du coup, on se dit que c'est quand même un signe. Et voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous. Et donc, du coup, voilà comment ça s'est passé. Vous êtes dans une démarche éco-responsable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, on est dans une démarche éco-responsable parce que d'abord, on fabrique en Europe. Donc, on est sur un circuit court de distribution et de réalisation du produit et de fabrication. On a également un produit qui est fait entièrement à la main, de A à Z. Et alors, après, au niveau du packaging aussi, on essaye de réutiliser. Alors,
On n'arrive pas à passer au travers du papier bulle, hein, malheureusement, pour des histoires de casse. On a tout essayé. Alors, on a un papier bulle qui est recyclé. Il faut savoir que quand le produit arrive du Portugal, il est déjà dans du papier bulle et c'est un papier bulle qu'on réutilise. En fait, tout le reste de nos outils de packaging sont recyclés, que ce soit la ficelle, la toile de jute, le papier de soie. Voilà, on essaye de l'être au plus possible. On n'est pas 100% sustainable, mais on est dans une démarche, en tous les cas, qui l'est. Et je pense que le fait d'avoir une marque de vaisselle l'est aussi, parce que la vaisselle, c'est pas quelque chose qui se jette, c'est quelque chose qui se garde, qui se transmet. Donc déjà, le produit de la vaisselle en lui-même est quelque part éco-responsable. Alors, vous parlez de petit atelier, mais là, vous êtes de plus en plus connu. Comment vous allez faire pour augmenter la production ? Alors, on a démarré avec une personne, Louis, un four, un atelier. On a ensuite agrandi avec un second four, une seconde personne qui travaille avec Louis. Donc, c'était déjà pas mal. Et là, Louis a ouvert un deuxième atelier avec 2 fours et 2 autres personnes. Donc voilà comment on s'est développé. Et si jamais on a besoin de se développer encore plus, et on espère, on aura besoin, eh bien, on trouvera des solutions. On est une jeune marque, on est toutes les deux actives et voilà. Et du coup, ça nous permet d'être hyper flexibles et de trouver toujours des solutions. Que parfois, quand on arrive dans des grosses structures, tout est compliqué. Nous, justement, il y a des avantages et des inconvénients. Mais l'un des avantages est qu'on peut s'adapter, qu'on peut organiser un event en last minute, qu'on peut décider d'aller ouvrir un atelier parce qu'on a trouvé le bon endroit avec la bonne personne. Donc voilà, on peut aussi customiser la vaisselle sans... La dernière fois, un restaurant nous demandait... quel est le minimum pour customiser de la vaisselle pour moi? Nous, on est ravis, on a très envie justement de travailler aujourd'hui avec des gens pour leur faire de la personnalisation et on n'a pas besoin d'avoir... on n'est pas une usine en fait, on est un atelier, on est vraiment à la taille humaine et c'est ce qui nous permet d'avoir cette relation aussi bien avec nos clients qu'avec les gens qui vont pouvoir travailler avec nous. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors aujourd'hui, on a 3 axes de distribution. Le premier, c'est Instagram. Aujourd'hui, on n'a toujours pas notre site internet, il est en cours de fabrication, j'espère très bientôt vous annoncer l'ouverture du site. Donc on nous contacte sur Instagram par message, on envoie le catalogue et les commandes sont passées par email. Donc c'est un peu à l'ancienne, mais voilà, c'est comme ça. Mais du coup, ça plaît vachement aux clientes parce qu'elles aiment nous parler, elles aiment nous demander des conseils surtout, nous demander d'envoyer des photos, de leur téléphoner, elles nous envoient des photos de chez elles. Donc on est aussi là pour conseiller les clients. Et donc c'est pas mal parce que finalement, sans le vouloir, ça nous a rapprochés de notre cliente. Et on a aussi donc lancé des pop-up stores. Parce qu'on s'est quand même rendu compte que d'abord, on avait envie de rencontrer nos clientes et puis de rencontrer celles qui n'osaient pas franchir le cap parce que, dit quand même pas simple d'acheter une vaisselle sans la voir, sans la toucher, d'autant que notre vaisselle est extrêmement légère et on a beau le dire, tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on ne la touche pas, on ne s'en rend pas compte et tout le monde est toujours extrêmement surpris par le poids et la légèreté de notre vaisselle, qui passe au lave-vaisselle, qui passe au micro-ondes. On le précise quand même parce que c'est une question qui revient très souvent. Donc les pop-up stores, on essaye d'en faire un toutes les 5 semaines environ. Là, on va en faire un peu plus courant novembre-décembre parce que c'est vrai que il y a les fêtes et qu'on tient vraiment à se positionner sur le cadeau avec la bougie comme l'a dit Ornella, avec tous nos premiers prix de lots de ramequins qui sont vendus à 35 €. Le lot de 2, 37 € les 4 petites assiettes à pain, mais qui sont aussi très jolies à offrir en petit vide-poche, en assiette à dessert. Et aussi parce que c'est bientôt dans 1 an. Donc on veut marquer le coup, voilà. J'en reviens à la légèreté de la vaisselle. Comment vous réussissez cette prouesse ? Parce que la céramique, souvent, c'est un peu lourd. Alors, comment on réussit cette prouesse ? La seule raison, c'est que c'est du travail artisanal fait à la main et que chaque assiette est faite à la main. On a vu au début, on est allé voir des usines, des plus grandes usines, et elles sont incapables de reproduire aujourd'hui ce qu'on fait artisanalement parce que cette méthode de travail n'existe pas. Donc la seule façon de le faire, c'est de travailler notre pierre à la main, comme on le fait actuellement. Et ça ne rend pas pour autant l'assiette plus fragile. C'est la même chose, sauf qu'elle est légère. Et ça, c'est vraiment génial. C'est quoi pour vous une jolie table ? Vous qui aimez recevoir toutes les deux ? Pour moi, une jolie table, c'est une table avec beaucoup de plats, des couleurs, plein de légumes. J'aime beaucoup varier, donc j'aime bien quand il y a plein de choix à table, des fleurs, des bougies, des belles nappes et surtout des convives qu'on aime. Des invités sympas. Bah ouais, vaut mieux. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci.
Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Imprimer des albums photos et envoyer des faire-part, on le fait tous un jour ou l'autre. J'avais donc envie d'échanger avec une marque qui, à l'heure du digital, propose d'accompagner les plus beaux moments de la vie avec de la papeterie. J'ai donc choisi celle qui a les plus jolies propositions du moment, j'ai nommé Rosemood. Bonjour Hélène. Bonjour Hortense. Alors Hélène, vous êtes Hélène Germain, vous êtes la cofondatrice de Rosemood. Rosemood qui a maintenant 10 ans. Au tout début, vous étiez un site autour du faire-part de naissance. Vous sentiez qu'il fallait apporter quelque chose de nouveau sur ce marché ? Oui, tout à fait. En fait, il y a 10 ans, si vous vouliez un joli faire-part de naissance, à moins d'avoir une belle sœur dans son entourage graphiste, où c'était pas évident du tout. Et il y avait vraiment une place à prendre, et c'est ce qu'on s'est dit en fait avec Grégoire Monconduit et Antoine Roche, qui sont mes associés, et avec qui j'ai cofondé l'atelier Rosemood. On s'est dit ça il y a 10 ans et on s'est lancé sur ce créneau parce que on avait nous-mêmes des enfants et on avait voulu créer des beaux faire-part et c'était pas du tout évident. Donc voilà, ça s'est fait sur cette idée qui paraissait simple et qui a été très porteuse à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui. Alors, comment vous y êtes pris ? Qu'est-ce que vous vouliez apporter de plus en fait ? Alors, je crois qu'on voulait déjà dépoussiérer un peu le faire-part, le rendre beaucoup plus moderne, design, et en plus de ça, apporter une vraie touche de service, parce que en fait, on s'est très vite rendu compte quand on a lancé notre site. Donc, on a lancé notre site qui s'appelait à l'époque fairepartnaissance.fr. Donc, c'est un nom un peu barbare, mais quand on a lancé notre site en mai 2010, on a tout de suite eu des appels de clients qui nous ont remerciés d'exister. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on répondait à une vraie demande qui était celle donc de trouver de jolis faire-part. Donc le design, c'était une touche essentielle. Et pour ça, on s'est entouré de jeunes diplômés des arts déco qui ont fait toute notre première collection de faire-part. Et la deuxième chose qui nous paraissait essentielle, c'est d'apporter un vrai service à nos clients. Et ça, c'est ce qui fait aujourd'hui vraiment l'ADN de Rosemood. C'est tout le cœur et tout le service qu'on va mettre dans la fabrication du faire-part. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on peut personnaliser ces modèles et ensuite, ils sont relus, corrigés, voire retouchés pour les photos. Tout à fait. Ouais, c'est la Rosemood Touch. On a toute une équipe en fait des correcteurs qui vont corriger les fautes d'orthographe parce qu'il y a souvent des fautes d'orthographe dans les faire-part. On a une équipe de graphistes qui vont retoucher les photos, ajuster la mise en page. Et on a toute une équipe de conseillères clientèle qui sont toutes hyper sympas, il faut les appeler, et qui sont là pour vous accompagner, vous guider, vous conseiller tout au long de votre process de personnalisation et de commande chez nous. Alors, à quoi ça ressemble un faire-part en 2020 ? Est-ce que vous avez dégagé, vous, des grandes tendances autour de, je sais pas, un format, une couleur ? Alors, il y a deux tendances vraiment qui se démarquent et qui sont peut-être presque assez opposées. La première tendance, c'est une tendance assez minimaliste en fait, où vous allez retrouver des modèles qui font vraiment la part belle à la photo avec très peu de texte mais un joli choix de typo moderne. Et à l'inverse, vous allez avoir des faire-part au contraire beaucoup plus illustrés et narratifs. Par exemple, comme on a un modèle qui s'appelle la famille de koala et ça raconte vraiment une petite histoire autour de la fratrie, autour de cette famille de koala qui s'agrandit et qui est en plus au contact de la nature. Donc ça résonne bien aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Et qui va créer vraiment une émotion chez les destinataires du faire-part. Quand ils vont ouvrir l'enveloppe, ils vont craquer devant ces petits koalas trop mignons qu'on a envie d'enserrer dans les bras. Mais avec tout ce qui... c'est vrai qu'on peut se dire, je me fais un peu l'avocat du diable, avec tout ce qui se digitalise, maintenant on peut créer des groupes WhatsApp pour annoncer les naissances ou on fait une invitation sur Facebook pour une fête. On envoie encore des faire-part de mariage, de naissance, des cartes de vœux ? Oui, tout à fait. Ouais, on en voit encore beaucoup et c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. En fait, on se rend compte que le papier, c'est devenu un vecteur très riche pour annoncer les beaux événements et ça reste un objet précieux qui va traverser les années, qui va traverser presque les générations, qui permet vraiment d'ancrer l'événement, la bonne nouvelle de manière très qualitative, plus que via un petit message sur WhatsApp. Avec le Covid, je suis obligée de vous parler de ça, tous ces rassemblements qui sont annulés, donc notamment les mariages. Est-ce que j'imagine que c'est un coup dur pour vous ? Comment vous avez
vécu cette période? Ah oui, alors c'était un vrai coup dur, surtout au début. Déjà, on a décidé de fermer notre atelier pour se mettre un peu aux normes, enfin se mettre carrément aux normes en fait sécuritaires et prendre le temps en fait avec l'équipe de voir comment on pouvait mettre en place tout un dispositif d'hygiène et de sécurité qui garantisse vraiment la sécurité de l'équipe. Et suite à cela, en fait, donc on s'est aperçu de plusieurs choses. D'abord, forcément les mariages qui se sont complètement cassés la figure. Donc autant vous dire, on n'a pas créé beaucoup de faire-part de mariage pendant cette période-là, c'est sûr. Et même les faire-part de naissance ont subi aussi une forte décroissance parce que je pense que les parents, même s'ils avaient encore leur bébé, ils avaient plus envie d'aller à la poste ou même où la poste peut-être même ne fonctionnait plus. Et heureusement, en fait, ce qui nous a sauvés vraiment du confinement et de toute cette période, ce sont les albums photos. En fait, on a découvert que l'activité de création de l'album photo a été une activité phare du confinement. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi vraiment à compenser les pertes qu'on avait pu avoir en mariage, dans naissance. Ouais. Oui, alors c'est l'année dernière, je crois, vous êtes positionné sur l'album photo. Là aussi, qu'est-ce que vous avez, comment vous avez pu vous démarquer de la concurrence? Parce que là, c'est quand même un marché où vous êtes aussi très nombreux. Oui, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Et donc, on s'est lancé il y a 2 ans et demi sur les albums photos et on a voulu véritablement dépoussiérer l'album photo et le rendre vraiment comme un objet du quotidien qu'on a envie de feuilleter, qu'on laisse traîner sur sa coffee table, l'air de rien. Et on a par exemple toute une gamme d'albums photos souples qui ressemblent vraiment à des magazines avec des couvertures très contemporaines, avec pas mal de blancs tournants autour des photos, ce qui fait respirer l'album photo. On n'essaie pas de faire des albums photos avec 9 photos par page. Au contraire, on a envie d'avoir des belles mises en page assez épurées qui permettent de vraiment valoriser les belles photos qu'on peut garder dans son téléphone ou dans son appareil photo. Faire de beaux albums, c'est vrai que c'est pas du tout compliqué, mais ça prend du temps. Quels conseils vous donneriez pour nous motiver à en faire? C'est vrai qu'on a nos photos sur nos téléphones, qu'on peut regarder facilement. Pour vous, pourquoi c'est important d'imprimer? Alors ça, c'est toute la mission de Rosemood. C'est le fait de prendre le temps déjà d'imprimer tous ces beaux souvenirs pour les prolonger et pouvoir les revivre après via des albums photos, via des tirages photos. Et effectivement, c'est l'essence même de Rosemood. C'est de prolonger tous ces bons moments. Et après, le conseil que je vous donnerais, parce que c'est vrai que parfois on est un peu submergé par toutes les photos qu'on prend, je dirais que déjà il faut pas trop se mettre de pression. Je pense par exemple, moi ce que j'adore faire après un week-end entre amis ou avec la famille, c'est faire des petits albums. Ça se fait très bien. On a par exemple des albums qu'on appelle des mini-albums qui font 15 cm par 15 cm, qui sont vraiment hyper mignons et pratiques et qu'on peut facilement offrir en plus à nos amis ou à nos proches. Donc ça, c'est le genre d'album que vous pouvez faire très facilement en utilisant notamment notre appli. On a une appli qui est très intuitive et qui permet de faire ces albums en 10 minutes chrono. Voilà. Et après, si vous êtes un peu plus patient, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre le temps de trier les photos pour faire là des albums plus grands, plus beaux encore. Et on a notamment des albums tissus, justement en reliure cousue, qui se prêtent tout à fait à ce genre de bel album en fait qui va remémorer un voyage ou carrément une rétrospective d'un an. Et voilà, là il faut s'armer un peu plus de patience pour le tri. Mais ensuite, vous verrez, notre outil est très bien fait, que ce soit sur le web ou sur notre appli. Vous pouvez créer votre album en 1 heure de temps sans problème. Oui, puis c'est un tel plaisir après de feuilleter, de regarder en famille. Exactement. Les enfants qui aiment aussi regarder. Ouais. Et là, vous vous lancez dans le tirage photo? Oui, c'est la grande nouveauté de la rentrée. On a en fait, pour nous, c'était un peu vraiment dans la continuité de tout ce qu'on produit aujourd'hui sur Rosemood. On s'est dit que les tirages photos allaient très bien avec et les faire-part et les albums photos. Et l'innovation majeure de ce tirage, c'est qu'on va proposer des papiers contre-collés. C'est-à-dire que ce sont des papiers ultra épais qui font 2 à 3 mm d'épaisseur et qui permettent en fait de ne plus avoir à aller acheter de cadres chez Leroy Merlin ou non, vous n'avez plus qu'à poser tout simplement votre tirage photo sur une étagère, sur un meuble et notre particularité sur ce produit, c'est qu'on va proposer des mises en page très graphiques avec une ou plusieurs photos et avec la possibilité d'ajouter des légendes où on choisit bien les typos et donc ça donne un effet très très contemporain.
Et justement, oui, pardon. Et justement, vous parliez il y a quelques semaines avec Pauline Glézal de ce retour dans la déco aux choses essentielles dans son intérieur, et vous parliez de l'intérieur qui est vu un peu comme un cocon, où on a envie d'avoir un vrai sentiment de bien-être. Mais je pense justement que ce genre de tirage photo participe vraiment au bien-être que la déco peut procurer. Oui, pendant le confinement, je me souviens, il y avait un épisode, je sais plus qui racontait que c'était important d'avoir des photos en fait de ses proches et que ça rassurait et ça permettait de se créer un intérieur vraiment intime et très personnel. Vous êtes convaincu de ça, j'imagine. Oui, complètement. Et plus que jamais. Et c'est vrai que ça résonne encore plus aujourd'hui. Ouais. Alors, tout est imprimé en interne. Vous avez toutes les machines sur place, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, en 2013, on a pris la décision d'internaliser toute la production de nos produits. Avant, on sous-traitait et on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas maître de toutes les étapes de fabrication et que ça pouvait être parfois frustrant. Et nous qui voulions de l'ultra qualité, on n'a pas hésité en fait tellement longtemps à créer notre atelier de toutes pièces. Donc, il se trouve à 30 minutes de nos bureaux là, à Treillères, près de Nantes. Et c'est un atelier assez incroyable. Vous avez toutes les machines possibles et inimaginables. Ça va de l'impression, de la machine d'impression dernier cri à une machine de dorure Heidelberg hyper artisanale, où on a été formé par un retraité du musée de l'imprimerie, tellement c'est artisanal et mécanique. Et ça nous permet en fait d'avoir un peu toutes les techniques de façonnage à portée de main et de maîtriser vraiment de A à Z toute la qualité de nos produits. Vous êtes combien ? Alors on était 3 en 2010 et maintenant nous sommes plus de 110 tous donc ouais. Basés alors quel type de métier ? Alors toutes sortes de métiers en fait, ça va donc des conseillères clientèle aux correcteurs, aux graphistes, aux métiers donc dans notre atelier on a des conducteurs de presse, des façonniers, des relieurs, on parle vraiment de reliure, des expéditeurs, et puis après on a bien entendu toutes les fonctions plus du support de marketing, de finance. Mais ce sont tous des passionnés en fait, des passionnés de l'impression, des passionnés du papier et qui sont vraiment hyper impliqués dans la vie, dans le succès de Rosemood. Vous avez un engagement responsable aussi, comme la certification Imprime Vert. J'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est ? Oui, tout à fait. Alors déjà pour nous tout ce qui est éco-responsabilité, ça nous parle énormément et on est tous convaincus chez Rosemood parce qu'en plus on est une boîte très jeune. Et ça parle beaucoup à tous les Rosemooders. On est convaincus qu'il faut qu'on ait un impact positif dans tout le monde qui nous entoure. Et donc sur le plan environnemental, on a cette certification Imprime Vert qui certifie que justement on veille à bien gérer tout ce qu'on appelle la gâche papier, c'est-à-dire tout ce qui reste après l'impression et après la découpe de nos faire-part et de nos albums. Donc on va recycler cette gâche. Et en plus de cela, on a décidé en 2016 de compenser toutes nos émissions carbone. Ça c'est vraiment un point important de notre politique éco-responsable, où en fait on finance une association au Congo qui va lutter contre la déforestation. Et voilà. Et après, il y a d'autres actions aussi dans cette éco-responsabilité, comme on utilise de l'électricité verte, nos papiers aussi sont certifiés. Voilà, il y a beaucoup de choses et on a envie d'aller beaucoup plus loin parce que c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Vous parlez beaucoup de ce que je vois comme ça, de bienveillance, de valeur, d'équipe. C'est important aussi pour vous ? Oui, mais c'est ce qui a fait, on appelle ça nous le cœur Rosemood, mais c'est ce qui est là depuis le début. En fait, on s'est toujours dit déjà qu'on voulait traiter nos clients et nos clients comme nos meilleurs amis. Ça a été un credo dès le départ, on l'avait en tête. Et ça s'applique bien sûr à l'équipe. Et c'est très important pour nous d'avoir une équipe, de sentir cette gentillesse. En fait, par exemple, la gentillesse, c'est le critère numéro 1 de recrutement chez Rosemood. Et en plus de cela, donc ces valeurs-là sociétales et morales, on essaie aussi de les appliquer à l'extérieur, puisque on a voulu justement s'engager cette année avec une association qui s'appelle Break Poverty, qui est basée à Nantes et qui lutte contre la grande pauvreté en mettant en relation des entreprises avec des associations. Et donc cette année, on va verser une partie de nos bénéfices aussi à une association qui s'appelle Regards, qui aide tous les enfants en situation de difficulté dans le milieu scolaire. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important à nos yeux. Bon, et ben merci beaucoup Hélène, ça m'a donné envie. Je crois que ça fait 5 ans que je dois faire des albums photos. Je crois qu'il faut vraiment s'y mettre. Merci beaucoup Hortense, c'est un plaisir. Merci Hélène, au revoir. Merci, au revoir.
Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Petite maison d'édition deviendra grande. C'est le titre que l'on pourrait donner si au lieu d'un podcast, on écrivait un article sur Petite Friture. Mais comme le podcast permet d'avoir les infos en direct, je ne vais pas me gêner et je suis ravie d'être avec Amélie Dupassage, sa fondatrice. Bonjour Amélie. Bonjour Hortense. Alors cette année, Petite Friture fête ses 10 ans. Est-ce que ça vous paraît hier ou très loin ? Les deux en même temps. Et hier, parce que j'ai présent à l'esprit beaucoup de choses qui étaient du début, qui restent vraies. Enfin voilà, c'est une foule d'anecdotes. Et en même temps très loin parce que chaque jour a été différent, qu'on a franchi des étapes, que les équipes ont grandi, qu'on fonctionne aujourd'hui différemment, avec un état d'esprit qui reste commun, mais très différemment. Donc pour toutes ces raisons, c'est un peu un mélange des deux. Alors, vous êtes une maison d'édition. Quand on n'est pas dans le milieu, on ne sait pas forcément la différence entre un éditeur, une marque, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors le modèle est assez proche de celui du livre, c'est-à-dire que nous sommes un acteur au milieu on va dire d'un réseau très large de personnes, à commencer par les designers, des fabricants et finalement un réseau de distribution. Et notre rôle au milieu de tout ça, c'est de coordonner, c'est de sélectionner les meilleurs designers internationaux, les meilleurs projets sur lesquels on a une exclusivité, de les faire fabriquer, donc dans un ping-pong entre designers et fabricants, et puis derrière de les distribuer. Voilà, c'est tout simple. C'est vrai. Alors l'histoire a notamment commencé avec Constance Guisset et la fameuse suspension Vertigo. Je ne peux pas ne pas vous en parler. Est-ce qu'on peut faire un petit flashback ? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre justement et le travail que vous avez fait ensemble ? Ça a d'abord été un flash sur le produit que j'ai vu, je pense, dans la presse tout simplement. Et cet objet, cette lampe cabane, comme Constance a décrit, qui avait à la fois une immense présence et à la fois une immense discrétion. Je crois que c'est ce qui fait la magie du produit. Donc d'abord flash sur le produit. Et j'ai contacté Constance que je connaissais pas du tout, mais on a déjeuné ensemble et en fait on s'est découvert beaucoup de traits communs par nos études, par nos façons de penser, par nos valeurs, par notre manière de fonctionner de façon générale. Et il se trouve qu'on était à peu près au même point de notre histoire, c'est-à-dire que elle, avec déjà des expériences dans sa besace, elle s'apprêtait à lancer son studio. Moi, déjà, avec des expériences dans ma besace, je m'apprêtais à lancer Petite Friture, maison d'édition. Et du coup, la rencontre tombait à point. Voilà, donc il y a une histoire de confiance et de rencontre aussi qui a fait basculer de une envie à une réalité de produit. Vous vous attendiez à un tel succès de la Vertigo, parce que c'est aussi ce qui a lancé Petite Friture ? C'est ce qui a lancé Petite Friture et puis ça a été une rencontre forte encore une fois, donc ça a construit quand même beaucoup de choses. Non, ce serait vraiment présomptueux de dire que j'ai anticipé le succès. J'avais une intuition très forte sur ce produit, une conviction très forte. Et aujourd'hui, j'arrive à lire pourquoi ce succès, mais je ne l'avais pas anticipé. Alors vous la retrouvez là, 10 ans après, pour une nouvelle version, entre guillemets, de la Vertigo. Qu'est-ce qu'elle a de différent ? C'est la famille s'agrandit. Vertigo, évidemment, reste l'icône qu'on connaît et reste dans notre collection. Mais je crois qu'on avait une envie commune avec Constance de se dire, tiens, du haut de nos 10 ans communs, parce que encore une fois, on a démarré ensemble, comment est-ce qu'on traiterait ce sujet aujourd'hui ? Et de cette conversation, on s'est aperçu que en 2020, évidemment, il y avait une technologie très différente, la LED, qu'il y avait une exigence aussi différente de la part de nos clients sur la puissance lumineuse, sur un certain nombre d'options techniques, et que du coup, ceci a amené à un design qui est à la fois évidemment en complémentarité de la Vertigo existante et en même temps qui a son identité propre. Alors, on parle de la version du jour et la version habillée, c'est comme ça que Constance l'évoque. En tout cas, une version qui est pas tout à fait la même et qui a pas tout à fait les mêmes fonctions. Voilà, Vertigo Nova, avec tout l'imaginaire. C'est une nouvelle planète. Voilà. Comment ça se passe, les échanges entre un designer et un éditeur ? Comment vous travaillez avec eux ? Vous leur laissez carte blanche ? Et eux, qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? C'est intéressant comme question. On a... En tout cas, c'est ma manière de répondre. Je ne sais pas si tous les éditeurs diraient la même chose, mais moi, ce que je cherche chez un designer, avant tout,
c'est une identité bien posée. Alors ça ne veut pas dire que pour autant ce sont forcément des designers expérimentés. Un designer jeune peut être assez posé. En tout cas, c'est savoir qui il est et sentir un ADN fort de son côté. Sachant que nous, on sait, on situe notre ligne éditoriale et donc moi, je vois assez bien comment on peut se rencontrer après. Donc un ADN fort et une envie commune de faire un produit qu'on peut développer en série. Ce qui implique évidemment des contraintes de coûts et techniques. Mais moi, j'ai confiance que dans cette conversation, justement, qui est un ping-pong, si mon interlocuteur est fort et sait où il se situe, et si moi, je l'ai bien compris dans son ADN, alors ces contraintes, elles ne peuvent que, au contraire, apurer, affiner le produit vers quelque chose qui va être encore plus fort. Mais comme ce lot de contraintes peut amener à bousculer le projet, si on n'est pas chacun fort dans notre position, finalement, dans cette conversation, on peut, à l'inverse, affaiblir le produit. Donc, ce que je cherche d'abord, c'est cet ADN fort et puis une envie de dialogue et une envie de se laisser quand même un peu bousculer dans le respect mutuel de ce qu'on apporte dans cette conversation. Et c'est un processus qui, du coup, est extrêmement itératif. Et c'est ça qui est riche parce que au final notre métier c'est un métier de rencontre. On peut parler de produits, on peut parler de technique, on peut parler de matière. Bien sûr, ça c'est le résultat final, mais c'est une rencontre entre un designer, un fabricant et nous, et la façon dont on va jouer la carte d'un projet. Et ensuite avec évidemment un client final dans sa manière de l'utiliser. Et si au final on est tous contents, c'est qu'on a fait un bon boulot. Alors cet anniversaire est quand même marqué par un gros ralentissement avec le Covid. Ça, on pourrait dire que ça casse un peu l'ambiance de la fête. Est-ce que ça a eu un impact ? Quel impact ça a eu pour vous ? Plein, positif, négatif. Moi, je retiens positif au final parce que quoi qu'il en soit, ça a été un accélérateur. Évidemment, ce que ça a eu de difficile au démarrage, c'est qu'on s'apprêtait à lancer un certain nombre de festivités, de lancer des produits, Vertigo Nova, mais aussi un autre produit qui s'appelle Unseen, fait par le studio PP, qui est très important pour nous aussi. Ce sont vraiment 2 lancements majeurs qui signifiaient ces 10 ans. Et puis avec, évidemment, une opportunité géniale de faire signe à toutes les personnes qui nous ont construites sur ces 10 années, donc designers, fabricants et tous nos distributeurs. Tout ça n'a pas pu avoir lieu. Et puis, par ailleurs, comme beaucoup d'entreprises, on a été marqué par un arrêt de chiffre d'affaires net. Donc là, il y a eu un moment d'une entreprise en croissance. Du jour au lendemain, on se retrouve équipe dans une situation digitale abrupte et à dire aux gens, on sait rien de la situation, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas livrer nos clients. Et on mesure la gravité du moment, donc arrêt. Voilà, bon, ça, plein d'entreprises l'ont connu, mais je crois que c'est quand même un petit traumatisme. Et en même temps, c'est un réveil. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme un traumatisme, malgré certains moments d'inquiétude. Je l'ai vraiment pris comme un moment... d'abord avec les équipes, parce que ça a été un moment de discussion et aussi de vérité, c'est-à-dire que on a eu des discussions comme on n'en a jamais eu, de confiance, de renouvellement de confiance, et à un moment, voilà, donc ça a soudé une équipe. Ça, je pense que c'est déjà le principe de base, avec nos designers aussi, avec qui on a été très en relation, et globalement avec tout notre écosystème, parce que faut pas oublier que dans ces moments-là, quand le chiffre d'affaires s'arrête, évidemment, l'inquiétude de tout le monde, c'est, et moi, dans cet écosystème, est-ce que je vais être rémunérée ? Donc voilà, il y a eu... ça nous a mis face à nos responsabilités, on s'est dit, OK, notre engagement, c'est d'utiliser tous les mécanismes possibles de manière à pouvoir honorer nos engagements parce qu'on croit dans la suite et qu'on a envie de retrouver les mêmes personnes à la suite. Voilà, donc on est un... Ça, je pense que ça a été aussi un moment de vérité pour nous, de dire où on se situait. Et de dire, ça c'est aussi une chance d'avoir ça qui nous réunit et de l'affirmer encore plus fort. Ça a été un accélérateur aussi pour nous dans toutes nos réflexions qui nous ont paru évidemment essentielles en ce moment, de notre engagement en tant qu'entreprise dans le monde d'aujourd'hui et de demain, social, environnemental. Et ça couvre plein d'aspects. Ça couvre la façon dont on interagit avec nos équipes, avec nos partenaires. Donc je le disais, rémunérer les gens en temps et en heure, communiquer avec eux, être transparent. Ça voulait dire aussi se poser la question par rapport à nos produits dans nos filières. Comment est-ce qu'on les fait évoluer pour être plus dans ses responsabilités ? Ça a toujours été là dans nos réflexions, mais ça nous est... Voilà, il y a des choses où il fallait qu'on aille plus loin. Et c'est une politique des petits pas, parce que tout se fait pas du jour au lendemain. Et voilà, donc ça a été globalement un accélérateur de pensée et aujourd'hui d'action.
avec la mise en place de plans d'action très concrets. Au final, ça a été hyper positif. Quel est votre meilleur souvenir, le meilleur souvenir que vous gardez de ces 10 dernières années ? J'en ai plein et en même temps, je suis pas capable d'en isoler parce que je pense qu'on a nous cette chance ou parfois cet état d'esprit un peu fatigant. On est tout le temps tourné vers la suite. C'est quoi le prochain projet ? Quelle est la prochaine rencontre ? Qu'est-ce qu'on va fêter dans 10 ans au lieu de peut-être parfois faire un arrêt sur image ? Ça a été aussi, je pense, le grand mérite de cette année de se dire, en fait, on peut aussi se poser et regarder ce qu'on est en train de faire et s'en féliciter. Donc, je suis pas capable de sortir, mais j'en ai une foule. Et en fait, c'est des souvenirs. Toujours, ce sont des souvenirs c'est pas la sortie d'un produit, c'est la rencontre qu'on a pu avoir avec un designer autour de ce produit, y compris des moments durs parfois ou de vérité. C'est des victoires d'équipe dans des décisions difficiles où on se dit, même si on s'est gaufré, en fait, au lieu d'avoir une situation de crise, de se dire, ok, on s'est gaufré, et c'est ce moment où on acte ensemble, en fait, qui est assez sympa. Donc ça se passe beaucoup autour de souvenirs communs, collaboratifs en fait. Et le pire souvenir, un moment que vous voudriez oublier ? C'est un peu des déconvenues humaines aussi, un moment des points de désaccord. Et c'est pas le fait d'être en désaccord, mais c'est le fait de s'apercevoir qu'en fait il y a tout un pan non dit qui aurait pu nous amener à une conclusion beaucoup plus rapide, quoi. En gros, quand on se sépare de quelqu'un en termes RH ou un partenaire avec lequel on ne tombe pas d'accord, et s'apercevoir qu'en réalité, il y avait un misfit au démarrage, quoi. Et de s'être planté là-dessus. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, donc maintenant, on parle souvent avec la directrice générale de Petite Friture de signal faible. C'est quoi ton signal faible sur un sujet, et d'apprendre à s'écouter et sur les intuitions. De capter ça. Ça doit pas être le seul élément de décision, mais en revanche, en tenir compte, c'est important. Est-ce que votre métier à vous, il a évolué ? Votre mission ? Oui, il a évolué parce que, à plein de points de vue. Sur cette notion de responsabilité, justement, je pense qu'elle est beaucoup plus palpable aujourd'hui. On se doit de prendre des décisions responsables, et encore une fois, écologiquement et socialement, je crois. Ce qui a toujours été pour le coup dans l'ADN de Petite Friture, mais qui est aujourd'hui juste un prérequis, je pense, pour les entreprises de façon générale, c'est l'espèce de transparence avec les collaborateurs et de la co-élaboration, justement. Ça a beaucoup changé. Ce qui nous permet aujourd'hui d'ailleurs de recruter des profils hyper intéressants de gens qui n'ont pas trouvé ça ailleurs, et en particulier dans des grands groupes. Et le dernier aspect, c'est la digitalisation et la communication de façon générale, dont les règles ont intégralement changé et sont d'ailleurs mouvantes quotidiennement. Donc ça, c'est des données, et en même temps qui ramènent à une question juste essentielle de la non-digitalisation. C'est-à-dire, la digitalisation et la communication a pris le pas. Par contre, se pose derrière la question de ce qu'on communique, et communiquer tous azimuts ou prendre un peu de recul, etc. Donc, c'est des nouveaux comportements à adopter. Et on n'est pas obligé, me semble-t-il, d'être dans l'immédiateté. On peut aussi gérer ça. Parce que l'immédiateté qu'on nous impose un peu n'est pas bonne. Transparence et non-immédiateté, une espèce de curseur à trouver, et qui n'est pas très évident. Quand on voit qu'on est pris à partie en tant que marque sur des sujets de société, il y a une part de moi qui, il y a 10 ans, aurait dit « mais pourquoi ?» En tant qu'individu, on se prononce éventuellement, si on a un rôle à jouer encore. En tant qu'entreprise, peut-être pas, sur un sujet comme Black Lives Matter, par exemple. Et aujourd'hui, en fait, si, il faut se positionner, c'est normal, en fait. Et si ça peut faire bouger les lignes, tant mieux. Il y a beaucoup d'hommes dans les maisons d'édition. Est-ce que c'est un sujet pour vous ? En fait, pas du tout, tant que, justement, ça ne devient pas un sujet. J'ai eu la chance d'être assez peu confrontée à des situations où en fait on me renvoyait où la remarque était liée au fait que je sois une femme ou pas une femme, ou que mon interlocuteur soit un homme. Par contre, quand ça se pose, oui. Je pense qu'il faut. Moi, je crois aux personnes. Je crois pas au genre. Et par contre, je crois que le genre apporte quelque chose dans une conversation. Mais tous les genres apportent quelque chose. Vous vous voyez où dans 10 ans ? Je me vois où dans 10 ans ? C'est le jeu personnel ou c'est le jeu Petite Friture ? Parce que c'est...
L'un et l'autre. Les deux peuvent être liés ou pas. Ça, je ne sais pas dire. Mais en tout cas, Petite Friture n'a jamais été un simple éditeur, justement, au sens développer des produits et élargir un catalogue. Petite Friture a toujours été un état d'esprit dans lequel des gens se rencontraient. Et moi, ce que j'aimerais pour les 10 ans qui viennent, c'est que ces rencontres qui sont autour du design, finalement, amènent de plus en plus de gens, des gens issus de d'autres secteurs. Parce qu'aujourd'hui, la création n'est pas des territoires, c'est pas un territoire fermé. Donc moi, aujourd'hui, je travaille avec des designers, mais aussi avec des photographes, des illustrateurs, etc., etc. Et je veux que ça s'ouvre de plus en plus. Et aussi que l'on fasse rentrer dans cette sphère des communautés qui ne sont pas forcément naturelles pour nous. C'est-à-dire que demain, on va s'installer à Montreuil. Je souhaite que les gens de Montreuil puissent rentrer dans notre écosystème s'ils le souhaitent, à l'occasion de workshops, de conférences, de rencontres. Je souhaite qu'on puisse s'ouvrir aux écoles, ce qu'ils le sollicitent, de manière à ce que se créent des passerelles en fait, entre les créatifs et créateurs avec lesquels on travaille, mais aussi d'autres mondes, aussi avec cette envie de susciter des vocations, des intérêts, et puis dans une logique d'ouverture à tous, parce que c'est le sens de la création. Autant on doit défendre notre idée de la création. Moi, je crois, j'ai pas envie, en tout cas chez Petite Friture, d'être soumis à un vote type My Major Company, est-ce qu'on va sortir ce produit ou pas, parce que je crois dans la force des talents avec lesquels on travaille. Par contre, que ce travail soit expliqué et transmis et inclusif, ça, en revanche, je trouve ça très intéressant. Merci infiniment, Amélie. Merci. De rien. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.